Le week-end dernier, à Lomé, on a cru voir un début de dégel entre l'AES et la CEDEAO. Des sourires, des poignées de main, un communiqué final qui parle de coopération renouvelée entre les deux organisations sous l'égide du Togo. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'asseyaient donc à la même table que leurs émissaires de la CEDEAO. Pour les uns, c'était le retour du dialogue. Pour les autres, l'aveu peut-être d'un échec d'une organisation régionale qui, après avoir multiplié les sanctions illégales et les menaces d'intervention, se rend compte qu'on ne peut pas rayer de la carte le cœur battant du Sahel. Mais ne nous y trompons pas, la diplomatie des sourires de Lomé n'a pas survécu plus de 48 heures. Alors que le Togo tente de jouer les équilibristes avec sa stratégie au Sahel, le ton est brusquement monté à Dakar lundi dernier. Les chefs de la diplomatie du Mali, Abdoulaye Diop, et du Niger, Bakary Yahou Sangaré, ont accusé les pays voisins, membres de cette même CEDEAO, de continuer, je les cite, de servir de base arrière, de sanctuaire et de soutien financier à des groupes terroristes et à des forces hostiles étrangères. Et pourtant, ce même jour, Abdoulaye Diop, qui s'exprimait en marge du forum de Dakar sur la paix et la sécurité, tentait tant bien que mal d'apaiser la situation. On l'écoute. Nos pays restent unis par diverses sortes de liens. Je me souviens quand le président Diomaye Faye est venu à Bamako, il nous a dit, écoute, nous avons des liens anciens, que vous restiez dans la CEDEAO ou pas, rien ne changera entre les relations entre le Mali et le Sénégal. Le Mali aussi est dans la même posture. Nous sommes dans la même posture et les autres chefs d'État de l'AES sont dans la même posture parce qu'à l'époque, nous avons indiqué que même en quittant la CEDEAO, pour nous, tous les ressortissants de la CEDEAO vont garder leurs bénéfices et privilèges dans l'espace AES. Donc notre compréhension, c'est que oui, sur le plan institutionnel, nous avons quitté une institution, mais pour nous, les peuples africains, ouest-africains, restent des peuples unis. Et ce que nous souhaitons, c'est que les acquis de nos parcours communs, qui n'ont pas commencé avec la CEDEAO, ça a commencé depuis les indépendances. En 1975, la CEDEAO a cristallisé dans le cadre du protocole ses libres circulations, mais nous souhaitons que ces acquis demeurent et que nos pays restent unis. Maintenant, pour aller de l'avant, ce que nous souhaitons, nous sommes déjà en dialogue avec la CEDEAO, nous avons souhaité que, de toutes les façons, en Afrique de l'Ouest, il y a désormais deux institutions. Il y a la CEDEAO d'un côté, il y a l'AES de l'autre. En mai 2025, nous avons reçu le président de la commission de la CEDEAO à Bamako pour une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et du Niger. Et nous avons signé un mémorandum qui va gouverner les discussions entre eux et nous pour préserver notre socle commun en termes d'acquis entre nos populations et de travailler sur les autres questions. Alors pendant ce temps, l'AES ne se contente plus de discourir. Elle muscle son bras d'acier avec une force unifiée qui pourrait dépasser désormais les 15 000 hommes, selon les deux récentes informations. La CEDEAO cherche-t-elle une réconciliation sincère ou tente-t-elle finalement de sauver les meubles face à une intégration sahélienne qui se passe d'elle finalement? Donc l'AES a-t-elle intérêt à se rabibocher avec ses voisins? On en parle avec nos deux invités habituels sur les sujets AES-CEDEAO, Wilfried et Kanga, bonjour. Bonjour Fabrice, merci encore de l'invitation. Militant politique, merci d'avoir accepté à nouveau d'être sur ce plateau à côté de Sadio Morel-Kanté. Bonjour Sadio. Bonjour vous deux. Journaliste et chercheuse associée à l'IPSE. Merci à tous les deux. On aime décrypter cette actualité sahélienne avec vous deux. Ça crée souvent beaucoup de commentaires, ça suscite beaucoup de commentaires de la part. Beaucoup d'insultes aussi, non, qui devraient modérer. Beaucoup d'insultes et effectivement, je tiens à te dire officiellement que Décrypter l'Afrique, évidemment, te soutient, Sadio, vis-à-vis des insultes diffamantes que tu peux recevoir en commentaire. L'idée, évidemment, c'est de débattre calmement avec des points de vue opposés peut-être, mais des points de vue qui peuvent s'entendre. Alors, sur cette réconciliation que certains appellent de leur vœu entre l'AES et la CEDEAO, Wilfried, pourquoi l'AES accepte-t-elle encore de s'asseoir à la table de la CEDEAO après avoir claqué la porte de façon retentissante?
Parce que claquer la porte ne signifie pas oublier qu'on reste africain. Parce que les gens ont confondu volonté d'indépendance, autodétermination et animosité. La CEDEAO, l'AES n'a jamais été dans une logique d'animosité avec la CEDEAO. C'est une différence d'approche, notamment vis-à-vis des impérialistes d'hier. C'est une différence de lecture géopolitique, c'est une différence de projection dans les rapports externes avec le reste du monde, tout simplement. C'est une nouvelle voie que les dirigeants de l'AES ont tracée, et j'ai toujours considéré cela comme étant la matérialisation de ce qu'avaient voulu les pères fondateurs, que ce soit Modibo Keïta et Sylvanus Olympio en 63, quand on élaborait l'organisation de l'unité africaine. On la voulait comme étant une structure qui fixe ses propres règles, qui s'autodétermine, qui s'autofinance, qui s'autogère, qui définit ses partenaires et ses adversaires, et non une structure d'inféodation. La logique a été également défendue par des Kwame Nkrumah, des Julius Nyerere. Et en 2020, pardon, dans les années 2024, 2025, 2026, effectivement, on a la réalisation de ce projet-là qui, évidemment, peut surprendre par son caractère impromptu, par son caractère inattendu, venant de dirigeants qui ont l'habitude de mener une politique de convention pour ne pas trop fâcher ce qu'on appelle les partenaires internationaux. Donc il y a eu une vraie dynamique de rupture qui a été perçue comme de l'animosité, comme de la haine anti. On a toujours caricaturé la volonté d'autodétermination des Africains, notamment vis-à-vis de la France, comme un sentiment anti-français, ce que ça n'a jamais été. C'est une critique de l'approche des puissances tutélaires d'hier qui n'ont toujours pas compris qu'il faut changer les rapports avec l'Afrique. Et donc, l'AES a toujours, d'une certaine manière, même si c'était imperceptible, tendu la main aux autres pays. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve sur ce plateau. Il y a plus, sur d'autres plateformes, sur ce sujet, je veux dire, il y a plus d'un an, interrogé sur cette question, j'ouvrais déjà la perspective selon laquelle l'avenir est dans l'AES et non dans la CEDEAO. L'AES entend s'expandre, effectivement, avec des dirigeants des pays de la CEDEAO d'aujourd'hui, mais qui auront un logiciel différent. Un logiciel qui ne demande pas l'aval de Paris, de Washington pour prendre une décision, mais un logiciel qui s'inscrit dans la même logique d'autodétermination et qui ne s'encombre pas des critiques qu'il peut recevoir de l'autre côté. Dans ce qu'on a entendu d'Abdoulaye Diop, qui d'ailleurs va de pair avec ce que disait Bassirou Diomaye Faye, qui semble-t-il fait partie de ceux qui ont le mieux compris a posteriori la logique de l'AES. Ce qu'on a entendu d'Abdoulaye Diop n'est pas un discours surprenant, tombé du ciel, c'est une continuité. Alors, il y a une contradiction tout de même, Wilfried, c'est-à-dire que d'un côté, on dit que les relations historiques sont évidemment impossibles à rompre nettement, donc de la part d'Abdoulaye Diop, c'est Abdoulaye Diop qui le dit. Et le même jour, la même journée à ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, il explique que les voisins seraient des bases arrières du terrorisme. Est-ce que promouvoir la réconciliation et à la fois attaquer les voisins, ce n'est pas en contradiction? Attaquer quelqu'un, c'est dire de lui ce qu'il ne fait pas. Attaquer quelqu'un, c'est diffamer à son sujet. Mais dire de son voisin qu'une action qu'il a posée n'est pas conforme avec les règles de la vertu, ce n'est pas s'attaquer à lui et ce n'est pas non plus une contradiction parce que le caractère sain, S-A-I-N, des relations qu'on peut avoir découle de la bonne foi des différents partenaires. On ne peut pas mener des relations saines avec des partenaires qui, en coulisses, agissent contre nous. Donc Abdoulaye Diop, justement, leur offre la passerelle. Il dit: on ne peut pas rompre les liens qui sont les nôtres. Nous sommes les enfants de la terre-mère africaine. On a un lien culturel, paradigmatique, historique, ancestral, anthropologique. Donc, il serait de bon ton de nous débarrasser des arcanes perfides qui entachent ces relations. Et parmi ces arcanes, évidemment, il y a la complicité avec certaines forces exogènes pour les intérêts des forces en question qui parfois vont à l'encontre de nos propres intérêts. C'est comme dans une relation d'amitié où on va dire à son ami: je ne veux pas que l'amitié entre nous deux soit brisée, mais pour cela, il faut que tu arrêtes de conspirer contre moi avec des gens qui me détestent. Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, c'est la logique la plus élémentaire des choses, car les relations ne doivent pas être simplement pérennes, elles doivent être
qualitativement pérenne? Alors, réponse de Sadio Morel-Kanté. Sadio, cette réunion de Lomé, du week-end dernier à Lomé, sur une forme de nouvelle entente entre la CEDEAO et l'AES, c'est une suite souhaitable dans les relations entre les deux grandes institutions ouest-africaines. Non, une grande institution l'AES, qui est composée de... Non, la CEDEAO 15 d'abord, ils sont maintenant 12, et une petite de 3 pays. Une institution montante. On n'a pas, non, on n'a pas une petite, plus jusqu'à grande. présent, c'est ça. Au sein de l'AES, on n'a pas plus grand. grand. La démarche de la CEDEAO, c'est de dire, jeunes frères de l'AES, on vous tend toujours la main parce que vous ne pourrez jamais conduire seul la lutte contre le terrorisme. Mais est-ce que les pays de la CEDEAO n'ont pas aussi intérêt à ramener... Tout le monde a intérêt, justement. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on veut endiguer l'entêtement des pays de l'AES qui n'arrivent pas. Regardez, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, on a vu Omar Mariko, l'opposant malien, sur France 24, dire comment il est rentré pendant 10 jours au Mali, après langue avec le JNIM, qui Alors, lui a on va montré... en parler. Oui. On va en parler parce que c'est aussi un cas qui suscite beaucoup de tensions. Voilà, non, c'est pour dire d'Omar Mariko. Comment un pays qui normalement doit avoir des militaires partout, s'ils doivent déployer 15 000, ça veut dire que chacun d'eux en a 5 000. Comment n'ont-ils pas vu que quelqu'un d'aussi recherché qu'Omar Mariko, par exemple, est rentré de... On peut poser la question sous divers angles. Voilà. On en reparlera. C'est clair. Commençons d'abord par... Qui se retrouve là-bas déjà pose problème. Ça, au moins, c'est la moindre des choses. Oui. Qui se retrouve dans les zones d'Omar Mariko au Mali, opposant, qui a pris langue avec le JNIM pour demander la libération de multitudes de soldats maliens entre les mains du JNIM. On en reparle. Donc, des exemples comme ça, on en a en foison. Ils n'arrivent pas, vous savez, comment sont payés nos soldats, et quand c'est une force conjointe, où est-ce qu'ils vont trouver le budget? Il y a des tas de questions qu'il faut se poser. Lorsque j'entends Wilfred dire que ce qu'Ablaï a dit, ça découle en somme d'un constat que ces pays-là, les autres pays qui sont montrés du doigt par les gens de l'AES, hébergent effectivement des bases ennemies contraires à leur intérêt. Mais depuis le temps que ça se dit, c'est aussi vrai que nous allons vous mettre une centrale nucléaire qui se dit depuis 6 ans, qui se dit depuis 4 ans, qui se dit depuis qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, moi, j'aurais voulu que... J'entendais quelqu'un sur Internet dire que lorsqu'ils donnent même les coordonnées des GPS de bases militaires ici, les coordonnées tombent sur leur propre territoire, on n'en comprend pas. C'est-à-dire, je crois que Lomé, où Faure Gnassingbé est quand même resté un pied ici, un pied là-bas, pour faire la médiation, c'est une bonne chose. C'est pour dire que des gens qui ont un problème commun, qui est une lutte commune, qui est le djihadisme, qui est l'insécurité, qui est la lutte contre le terrorisme, c'est pas possible. Parce que la zone des 3 frontières que vous avez évoquée là, en 2020, cette zone avait complètement été nettoyée. Et que c'est les 2 factions de djihadistes, JNIM et État islamique, qui se cassaient la figure pour maîtriser un petit territoire. Et ils se sont retrouvés à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, à l'Arrêt-la-Baie, où précisément le Comzone de l'époque avait communiqué trop tôt, au point que les djihadistes ont pris la fuite et que lui, l'Ivoirien, le Comzone ivoirien, a perdu son poste. Donc il cherchait maintenant à se dégager tellement la zone était nettoyée. Si on vient nous dire que 6 ans après, cette zone est encore investie de djihadistes, que nous avons des localités qui sont sous beaucoup plus qu'on le dit, de localités sous joug djihadiste, cela pose problème. Et ce problème-là ne peut être géré que... Il y a une complexité quand même à prendre en compte. Les djihadistes du JNIM prennent des otages. Pour les libérer, il faut payer parfois des sommes faramineuses qui aident justement à leur prolifération, qui aident à les enrichir, qui aident à leur permettre d'acheter des armes par des canaux qui sont quand même douteux. Est-ce que vous êtes en train de dire que je soutiens les djihadistes? Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je précise bien le fait que la difficulté que rencontrent les armées de l'AES est liée à une situation conjoncturelle qui est de fait difficile à il ne devrait pas y avoir rupture. Parce que c'est lorsque au Niger,
Mais si idéologiquement, il y a déjà une rupture dans la façon de voir les choses. Idéologiquement, il n'y a pas de rupture. Parce que ce qu'ils reprochent aux autres, c'est ce qu'ils reçoivent de nuit, de la main de ceux qui disent, de ceux duquel ils veulent prendre leur souveraineté. Regardez dans le cadre humanitaire. Combien d'argent, jusqu'à présent, les États de l'Union européenne, tous les pays qui condamnent leur donnent. Où est-ce que jusqu'à présent, eux, ils font des levées de fonds? C'est sur le marché de l'UMOA, qui est une branche de la CEDEAO. Ils n'ont pas osé quitter l'UMOA parce qu'ils savent où se trouve leur intérêt. Donc, quand on est une petite entité, regardez aujourd'hui ce qui se passe de magnifique en Afrique. L'agenda 2063 que l'Union africaine est en train d'élaborer pour pouvoir, avec aujourd'hui la prise en compte des experts purement africains, pour que l'Afrique puisse quitter d'un point A à un point B. Depuis 2013-2015, ils y travaillent. C'est là où je pense que la CEDEAO s'est dit, on ne peut pas faire avec cette Afrique-là unie qu'on veut et avoir des petites entités qui vont faire que la digue va être à chaque fois rompue pour que le djihadisme arrive. On peut parler de petites entités, il faut rester factuel dans le débat. Le territoire, ils ont chacun des millions de kilomètres carrés. Bien sûr. Mais je veux dire que leur budget, tu le prends par rapport au budget du Nigeria, par rapport au budget de la Côte d'Ivoire, par rapport au nombre d'or que génère maintenant la Côte d'Ivoire, le Ghana. Il y a des implications économiques, il y a le transit, le marché du Sahel. C'est pour cela que les économies côtières elles aussi sont associées. Les autres se nourrissent de l'économie du Sahel. Le Sahel, grâce à eux, a accès au littoral. Voilà pourquoi on ne devrait pas. Parce que qu'est-ce qui emmène à ça? C'est lorsque Tiani ferme Bazoum dans une chambre et que la CEDEAO à son habitude, avec le Mali et le Burkina et le Niger à l'époque, on fait la même chose pour les Comores, on fait la même chose pour la Gambie, c'est-à-dire déclencher une force qui ne va pas faire la guerre, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais être là en force de dissuasion pour que l'ordre constitutionnel... Non, vous ne pouvez pas me dire autre chose parce qu'on n'a pas vu autre chose. Là, cette force n'est pas venue, donc on ne peut pas savoir si elle aurait fait comme vous le dites sur vos plateformes. On peut toujours citer des épisodes et d'autres. On peut aussi dire que la CEDEAO n'a jamais condamné le fait que l'Ukraine soutienne des rebelles, voire des terroristes dans cette zone. La CEDEAO n'a jamais condamné ce fait. C'est problématique aussi de la part d'une grande institution. Attends, vous voulez que la CEDEAO, c'est condamnable, hein? Je me démarque déjà en disant que c'est condamnable. Mais cela arrive au moment où c'est Wagner qui est considéré par le monde entier et par les textes signés, y compris par le Mali et le Burkina et le Côte d'Ivoire, dans les années 80-90, pour condamner l'embauche des armées parallèles, des milices privées et autres. Quand vous avez fait ça, et que vous allez embaucher des gens non conventionnels avec les budgets de vos propres pays, l'impôt de vos populations, qui contribuent à tuer vos populations, je pense qu'il y a un cafouillage qui est installé qui ne permet pas aux gens de savoir quoi dire sans froisser l'un ni l'autre. Réaction de Wilfried? Le cafouillage est dans l'analyse de Madame Kanté, en fait, parce qu'on est en train de vous illustrer le fait que l'AES tend la main au pays de la CEDEAO et justement... Cela s'inscrit en faux contre la présentation qu'on a voulu faire des dirigeants de l'AES comme des schizophrènes qui ne comprennent pas de manière pragmatique là où se trouvent leurs intérêts et qui font un concours de rupture. Non, ils sont réalistes. Ils ne font pas une démonstration d'animosité envers leurs voisins. C'est une différente d'approche géopolitique. Ça ne veut pas dire on rompt les relations avec les autres. Donc, évidemment, ils ne vont pas comme ça au pied levé dire on sort de l'UMOA, on sort de telle ou telle institution. Et de toute façon, il y a interdépendance. En économie, c'est toujours comme ça. Autant on va dire que ces pays dépendent du littoral, autant les pays du littoral également dépendent du commerce des produits de ces pays enclavés qui dépendent du littoral. Si j'ai un port chez moi et qu'il n'y a pas de marchandises qui transitent par le port, mes caisses restent vides. Parce que celui qui produit dans l'Interland, il a besoin effectivement de mon port, mais moi aussi j'ai besoin de son cash flow pour pouvoir faire fonctionner mon port et réciproquement. Les marchandises qui viennent de l'extérieur transitent par mon port et sont achetées par ces pays-là. Donc il faut sortir de la logique selon laquelle, parce qu'un pays est enclavé, c'est lui qui dépend du littoral. Le littoral dépend autant de lui que l'inverse.
les Suisses produisent des... J'ai pas dit le contraire. Les Suisses produisent des produits à forte valeur ajoutée. C'est un pays enclavé. La Suisse, il n'y a pas d'ouverture sur la mer. Mais effectivement, comme les pays qui ont accès au littoral ont besoin du commerce avec la Suisse, évidemment, ces pays-là profitent également de ce fameux transit des produits suisses, que ce soit la France ou autre. On est en plein dans justement ce que je suis en train d'évoquer. Et c'est par rapport à tout cela que l'AES a toujours précisé que nous n'allons pas détruire la dynamique relationnelle, historique et anthropologique que nous avons avec nos voisins. Au contraire, nous allons avoir une approche différente sur les rapports avec l'extérieur et dans les meilleurs des cas, nous vous invitons, vous les autres pays, à avoir la même. Il serait donc malvenu que d'une manière ou d'une autre, vous jouiez les pompiers pyromanes en hébergeant des plateformes qui font le bien de nos bourreaux et nous mettent en difficulté. Et j'ai toujours trouvé... Oui, termine, Wilfried, oui. Je pensais que j'allais réagir à son intervention qui était plutôt prolifique. Donc, et justement, je trouve toujours malsain, je disais, que le commentaire soit fait a posteriori sur la difficulté que ces pays ont à régler le problème terroriste. Ça ne remet pas en cause le bien fondé de l'AES. L'Union africaine, depuis la déclaration de Sirte de 1999, n'a pas 2 jours non plus, mais elle n'a pas non plus brillé par son indépendance, par son autodétermination ou par ses grandes réalisations. Elle a plutôt ressemblé, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, à un collège de personnes qui se réunissent en costume, cravate, font un week-end dans les hôtels et après rentrent chez eux. Avec l'AES, on a vu, ce n'est pas la première fois qu'on en discute, une réelle possibilité d'efforts communs. Avec cette initiative pilotée par la France d'ailleurs, selon ses propres aveux, de conduire et d'encourager, de parrainer l'armée de la CEDEAO qui devait y intervenir au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum. La force en attente. Oui, si on n'a pas su pourquoi cette force-là... Enfin, si on ne sait pas jusqu'à ce jour ce que cette force aurait fait si elle avait été opérationnalisée, c'est parce que la défense commune, conformément à l'article 6 de la charte de l'AES, a été enclenchée et il n'était pas possible d'intervenir au Niger sans déclencher une guerre sous-régionale. C'est précisément ce que les pays de l'AES recherchent. C'est-à-dire, plus personne ne va venir nous marcher dessus parce que celui qui s'attaque à l'un de nous s'attaque à tout le monde. Et si les pays de la CEDEAO voyaient la chose de la même manière, plutôt que de plonger eux-mêmes dans l'illégalité en gelant par exemple les avoirs dans les banques centrales, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la BCEAO, les avoirs des pays de l'AES qui n'est inscrit dans aucune des chartes de la zone, effectivement, si on était plus dans une logique de collusion malgré les différences, si la CEDEAO avait compris il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ce que l'AES continue d'expliquer aujourd'hui, évidemment, on n'aurait pas eu ces remous-là qu'on a eu. Vous ne pouvez pas avoir des voisins qui ont des difficultés avec les djihadistes et vous gelez leurs avoirs, c'est-à-dire de 2 mots le moindre mal. Oui, ils ont organisé un coup d'État qui ils ne rétablissent pas Mohamed Bazoum, mais pas pour un individu. On va mettre en péril la sécurité de millions de populations en violant les textes d'une organisation sous-régionale et en accentuant, en facilitant justement l'incursion des djihadistes pour après brandir le fait qu'ils ont du mal à régler le problème. Le fait que l'opposant malien ait réussi à entrer en contact avec le Djinim, ça ne veut rien dire du tout non plus, parce qu'on a vu avec le Mossad israélien, qui est l'un des services de renseignement les plus performants au monde, comment une petite bande de personnes a réussi, depuis la bande de Gaza, alors on va en parler. Carrément à éliminer 1 millier de personnes dont les failles ne remettent pas en cause le bien fondé d'une organisation. C'est simplement les imperfections militaires qu'on peut avoir dans des situations de guerre. On va parler justement de ce cas malien et donc cette médiation personnelle qu'a entamé Omar Mariko, l'opposant malien, pour permettre la libération donc, de soldats détenus par le JNIM. Est-ce que ce n'est pas ce type d'épisode, Sadio, qui tendent à nourrir les thèses les plus terribles en fait pour les adversaires de l'AES, d'avoir un opposant politique qui a des liens directs avec le JNIM au point d'aller négocier lui personnellement avec ce groupe djihadiste? Je crois qu'il n'en est pas sa première fois. Il a déjà eu à le faire et à faire libérer des gens. Mais j'ai de réserve à dire qu'une démarche personnelle dans ce cas-là, non seulement il a pris des risques personnels parce que ça pouvait, et que personne ne pouvait le protéger. S'il lui arrivait quoi que ce soit, on aurait certainement mis ça encore sur le dos des dirigeants qui n'ont pas pu le protéger et qu'il a disparu. Autant, lui, je pense qu'il a voulu lancer un message politique à ceux qui sont là, qu'il combat
et qui n'arrivent pas à... c'est des centaines de militaires qui sont enlevés quand même par le JNIM. Lui, il a pu en rencontrer 17 pour dire, vous n'arrivez même pas à protéger vos propres militaires, qui ne font pas l'objet de beaucoup de communication, il faut le dire. Parce que lorsque c'est des étrangers, ils ont la possibilité de payer. On a vu que Assimi a été lui-même médiateur quand le général l'émir qatari a été arrêté et les Égyptiens pour remettre 50 millions de dollars au JNIM. Il s'était rendu disponible. Dans ce cas, on peut négocier avec eux quand il s'agit d'étrangers, mais les militaires nationaux qui n'ont pas vu leur famille depuis tant de temps, qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc, le manque de communication... Mais le public ne sait pas si l'armée malienne négocie déjà peut-être cette libération. Ça, ils peuvent à peu près le savoir parce que par ricochet, le JNIM prend quelques-uns d'eux pour leur mettre devant les caméras et qu'ils expriment, qu'ils disent où ils sont, depuis combien de temps ils sont et demander leur libération pour rejoindre leur famille. Donc, ils font souvent des coups comme ça pour montrer qu'ils détiennent des gens. Je crois qu'eux-mêmes veulent passer à autre chose pour pouvoir les libérer. Les camps ont dû être saturés de militaires de ce genre. Mais je crois qu'il y a plusieurs lectures à faire. Il y en a qui diront oui, d'autres diront non. Mais je crois que pour sa sécurité personnelle et pour ne pas en rajouter à la déliquescence d'un État déjà à terre, c'est des choses qu'il aurait peut-être fallu éviter. Alors, on va parler du Togo donc, et de son rôle donc, de médiateur entre les deux organisations. Wilfried, on peut croire en la sincérité de cette démarche togolaise, sachant qu'on a entendu des voix se revendiquer une proximité entre le Togo et l'AES, un côté AES compatible, alors que politiquement, il y a quand même... On aurait du mal à situer le Togo dans une alliance des États du Sahel qui se veut anti-impérialiste, qui se veut contre les dictatures imposées constitutionnellement. Monsieur Faure Gnassingbé, puisqu'il s'agit de lui, applique la formule de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. C'est-à-dire, on est assis entre deux chaises, on surfe sur les deux tableaux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut prendre l'analyse à deux échelles. La première échelle, c'est l'échelle personnelle, celle qui concerne le régime de Gnassingbé lui-même. Il a beaucoup de choses à se reprocher, c'est-à-dire, c'est la continuité du père. Depuis la chute d'Olympio, en 63, après la parenthèse Grunitzky, ce sont les Eyadema qui sont au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, encore qu'on peut mettre la parenthèse Grunitzky dans le régime Eyadema, le logiciel étant le même. Et donc, on a eu la petite pirouette constitutionnelle récente avec M. Savi de Tové, le figurant de service, pendant que M. Faure Gnassingbé, évidemment, va assurer la réalité et la continuité du pouvoir exécutif. Cela est critiqué et vu d'un mauvais œil de la part des analystes avertis qui ne tombent pas dans le prisme de se dire que le seul coup d'État, c'est celui mené par les militaires. Il y a eu effectivement un coup d'État au Togo, un coup d'État en règle. Donc voilà. Et à partir de là, outre l'opposition togolaise, il y a une opinion publique africaine qui ne pardonne pas à M. Faure Gnassingbé ce putsch institutionnel dont il est l'acteur et dont il va essayer de se refaire une santé. À cela s'ajoute évidemment son passif qualifié péjorativement, ou plutôt réalistiquement d'ailleurs, comme France-Africain, dans le sillage des Macky Sall, des Houphouët-Boigny et autres Alassane Ouattara. Et donc, avec l'AES qui se profile, Faure Gnassingbé opère une sorte de résurrection politique où il se met en tampon entre les deux structures AES-CEDEAO et il dit moi je suis prêt à jouer les arbitres, je suis prêt à être la passerelle, je suis prêt à établir le pont entre vous deux et comme ça on peut résoudre la crise que nous avons de manière plus ou moins politique. Ça, c'est l'analyse personnelle. Dans une approche plus globale, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que le Togo, d'une certaine façon, quelles que soient les motivations qui sont derrière, amorce ce qu'il faut amorcer. Et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs inquiété le pouvoir français et qui fait qu'on a un Jean-Noël Barrot qui s'en va en courant à Lomé pour essayer de rappeler aux Togolais que Merci pour finalement... cette excellente perche, parce qu'on va écouter Jean-Noël Barrot justement, et qui vient donc d'arriver à Lomé, quelques jours, hasard du calendrier peut-être, après cette réunion de Lomé. Wilfried ne pense pas que ce soit un hasard du calendrier. On écoute Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Cela faisait plus de 20 ans
qu'un ministre des Affaires étrangères n'était pas venu au Togo, c'était une anomalie. Une anomalie au regard de la densité, de la diversité, mais aussi de l'ancienneté de la relation entre la France et le Togo. Ce déplacement est aussi une manière de nous projeter vers le sommet de Nairobi, Africa Forward, qui se tiendra les 11 et 12 mai prochains. Un sommet au cours duquel le Togo jouera un rôle important. Le Togo qui, sous l'autorité du président Faure, mène une médiation très importante dans la région des Grands Lacs, de même que la situation au Sahel qui nous préoccupe et où le rôle du Togo est là encore très important. Et puis, comme vous l'imaginez, nous avons abordé la situation en Iran, au Proche et au Moyen-Orient. En faisant une analyse géopolitique assez basique, on peut voir un canal de discussion indirect se former entre Jean-Noël Barrot, le Togo, et l'AES. On peut imaginer cela, Wilfried? Non, la France, ce n'est pas un canal de discussion entre le Togo, l'AES et... voilà, non, la France est justement le fauteur de troubles qui s'insère dans une structure de médiation entre déjà la CEDEAO et l'AES avec le Togo au milieu en mode arbitre. Et Jean-Noël Barrot vient rappeler il y a Faure Gnassingbé, d'ailleurs, lapsus révélateur, il a évoqué Faure Gnassingbé, le reconnaissant comme étant le tenant réel du pouvoir. On ne peut donc pas parler de transition au Togo ou de réforme ou ce genre de choses. Et donc, la France vient rappeler Gnassingbé, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. Tu es le fils de Jacques Foccart, tu es le fils du général de Gaulle. Donc, il ne faut pas que la passerelle que tu tentes d'établir fait de toi, sur moyen et long terme, un membre assidu de la nouvelle structure anti-française, puisqu'ils aiment la désigner ainsi, qui vient de se créer. La France œuvre pour ses intérêts, c'est de bonne guerre pour elle, mais ça permet aux Africains de comprendre que le ministère des Affaires étrangères en France, qui n'a pas trop jugé utile de poser pied au Togo sur les 2 dernières décennies, comme par hasard, a très envie de visiter les plages de Lomé. Je pense qu'on est assez naïf pour tomber. Sadio Morel-Kanté, c'est une visite très opportuniste, très calculée, ou alors c'est un hasard du calendrier? Dans ce cas, on va se dire que la coopération internationale n'existe pas. Vous savez, il y a le rendez-vous de Nairobi. Comme lorsque il était question du rendez-vous, de certains rendez-vous, on s'appuie sur les hommes de la région. C'est comme pour la RDC ou pour le Soudan, lorsqu'on implique Sassou, parce que c'est le vecteur, pas parce que c'est un démocrate, pas parce que... Mais les États ont des raisons de coopérer que les peuples ne comprennent souvent pas. C'est-à-dire, eux, ils disent, il y a un État, nous n'avons pas rompu, les États ne rompent pas les relations entre eux. Et donc, il y a ce rendez-vous important pour la France. Je ne pense pas qu'ils se sont dit, ils ont pris une loupe pour regarder que, voilà, il y aura ce rendez-vous à Lomé, nous, on va se greffer dedans et il vient, il tombe comme un cheveu dans une soupe. Je ne pense pas. Est-ce que Paris a intérêt à ce que cette médiation se passe bien? Est-ce que Paris a intérêt à ce qu'il y ait un dégel des relations entre l'AES et la CEDEAO? Franchement. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache certaines choses. Le général Lecointre disait il y a un peu plus d'1 an que la France avait vocation à revenir au Sahel. Oui, mais il a parlé en son nom, il n'était pas mandaté. Mais moi, franchement, j'aimerais que les Africains arrêtent de tout comparer avec la France. La France n'est pas un ange. La France n'est pas une princesse, n'est pas incontournable pour notre développement. Mirons-nous dans nous-mêmes. Mais personne ne dit ça, Sadio. On parle d'analyse géopolitique. Vraiment, ça m'embête. Il y a des réalités géopolitiques, des relations historiques avec la France. C'est-à-dire, si la France arrive à faire quoi que ce soit, c'est que ce sont les frères d'une même mère qui ont accepté d'ouvrir la brèche dans laquelle elle va rentrer s'installer. D'accord ? Sinon, si d'abord nous sommes solidaires de nous-mêmes, que nous savons ce que nous voulons, la France, elle va surfer sur nous et non pas être notre cauchemar pour que nous analysons tout à partir d'elle. Non. J'aimerais vraiment que cet état de fait
puisse changer et que la France puisse venir comme si on a reçu le président des Seychelles, tout simplement par rapport aux intérêts qui nous lient, Comme par rapport un partenaire, comme un autre, partenaire. avec une histoire quand même particulière. Oui, mais cette histoire particulière, vous savez, quand on se victimise, c'est qu'on ne regarde pas devant. Le Japon a regardé devant. Mais La Chine regarde devant. lire ce qui se passe du point de vue diplomatique, ce Oui, n'est mais pas de on la est en train de victimisation. lire ce qui se passe du point de vue diplomatique. C'est pour ça que je me dis qu'il y a une coopération internationale qui existe, qui n'empêche pas que les États se côtoient. Et si il arrive que la France est venue mal intentionnée, qu'elle imprime sa malintention là, c'est que ce sont les frères d'une même mère, les enfants d'une même mère qui ont laissé faire. Il faut qu'on reconnaisse nos responsabilités si ça ne va pas, au lieu de toujours fustiger quelqu'un qui, a priori, n'a rien à voir chez nous, autant de peser sur nos consciences et nos discours à ce point. En tout cas, réaction rapide, Wilfried. On Oui. ne va pas pousser la candeur jusqu'à ces niveaux. Même au Japon, l'opposition japonaise s'est littéralement insurgée contre la mauvaise blague de Donald Trump sur Pearl Harbor lors de la visite de Takeishi Sanae, la première ministre, il y a quelques semaines. Non, je parle d'Hiroshima, pas de cette visite-ci. Quand je dis que le Japon a regardé devant, c'est Non, mais justement, j'évoque un épisode pour dire que oui, même au Japon, évidemment, on regarde d'un œil méticuleux la qualité des relations ou des partenariats qu'il peut y avoir entre les puissances tutélaires d'hier et le Japon d'aujourd'hui. Donc, il est normal que les Africains aussi scrutent de manière totalement, tout aussi pointue les relations qu'il peut y avoir entre la métropole de jadis et les États d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que oui, il faut être dur et solide et empêcher que l'ennemi d'hier vienne matérialiser ses rêves sur notre territoire. Mais c'est précisément ce que font les dirigeants de l'AES qui disent à leurs amis de la CEDEAO, soyons vigilants, ne tombons plus dans le piège d'autrefois. Et quand on connaît un peu l'histoire de notre continent, on réalise qu'ils ont été, que ce soit Sankara, Olympio et les autres, quand ils jouaient les avant-gardistes, ils prenaient la position du pestiféré qu'il ne fallait pas écouter parce qu'il était trop radical. Et aujourd'hui, le même scénario se répète. On ne peut donc pas, dans un même temps, dire qu'on doit être vigilant et parler d'une seule voix pour tenir face à l'occupant d'hier. Et en même temps, lorsque exactement cela se reproduit, on reprend le costume de ceux qui critiquaient les avant-gardistes que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant des héros nationaux. Nos enfants pourront nous en vouloir, comme nous en voulons aujourd'hui à des Compaoré, à des Iyadema et autres Moussa Traoré. Bon, heureusement que, malheureusement pour vous, Kémy Séba a dit que c'est un narratif construit par la Russie pour déstabiliser certains pays. Non. C'est-à-dire pointer du doigt. Je ne suis pas responsable de ce que dit Kémy Séba. Vous êtes dans la même ligne, malheureusement. Non, gardons la qualité de cet échange. Moi, je ne donne pas autant de puissance à la France. Non. Je la considère comme un pays comme un autre, un partenaire comme un autre. Quand on va regarder au Mali, entre le Mali et le Burkina, en termes d'investissement privé direct, la France est 7e quand le Mali, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous savez quand même qu'on utilise... Le Burkina est premier investisseur direct privé quand la France est 7e. Les grandes entreprises françaises comme Orange, Bolloré, en tout cas le groupe Bolloré fait beaucoup de profits. Et dans l'absolu... Qui fasse du profit, je vais dire, ici... Moi, j'étais dans les bureaux. Je pense que nous mélangeons les J'étais dans les bureaux de la compagnie téléphonique qui a fermé là. Comment il s'appelle Laquelle on avait des téléphones qui n'existent plus là. Chinois. Nokia Non, pas Nokia, chinois. Chinois. Oui, qui ressemblait à Samsung là. BlackBerry peut-être. On ne va pas tous les citer. On ne va pas tous les citer. On n'est pas là pour faire la publicité, d'accord. Mais je ne vois pas un pays qui n'a pas d'entreprise étrangère sur son sol. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Non, il m'a posé une question précise, je réponds précisément à la question précise. Vous savez très bien qu'il y a un impérialisme économique aussi qui s'installe. Alors, on va avancer. Vous avez vu quel est le chef d'entreprise français qui a été arrêté tout dernièrement par la France et non pas à la demande des Africains et qui est interpellé. On est tenu par le temps. J'aimerais qu'on écoute une déclaration pour revenir sur la question de l'affrontement à distance, mais peut-être l'affrontement direct entre l'AES et la CEDEAO. Donc il y a cette force unifiée de l'AES qui pourrait passer, ce sont des informations encore récentes, de 6 000 à 15 000 hommes.
Le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé sur les hostilités, sur l'hostilité plutôt, entre les deux blocs et a été très ferme durant sa dernière prise de parole. On écoute. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Alors, réaction rapide, Sadio Morel-Kanté, est-ce qu'on peut craindre une guerre ouverte entre les deux blocs? Non, il n'y aura pas de guerre. Il y a trop d'intérêts communs pour qu'il y ait une guerre. Je veux dire, quand ils veulent passer de 6 000, je ne sais pas si on a 6 000 à 15 000, en 2011, j'ai fait un reportage autour de 5 pays à l'époque qui constituaient les pays en Sahel pour juguler le djihadisme pour Reuters, qui s'est retrouvé sur Wikileaks. J'ai été donc espionné par le NSA par rapport à ça. Et ces 5 pays, il y avait l'Algérie, la Mauritanie, le Burkina, le Mali et le Niger, qui devraient se mettre ensemble, peut-être le Burkina aussi, je ne sais pas. En tout cas, il y avait 5 pays pour avoir 125 000 hommes qui, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu générer. C'est pas, même si vous voulez le faire, il y a des moyens logistiques, il y a de l'argent, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir... C'est-à-dire, j'exhorte vraiment ces gens à sortir des narratifs propagandistes, des slogans creux, pour aller vers la réalité. Montrer tout le temps les muscles alors que les peuples aspirent vraiment à une bonne entente. Et imaginez aujourd'hui, la viande, le kilo de la viande de bœuf coûte plus de 2 fois plus cher en Côte d'Ivoire qu'au Mali, qui est l'un des principaux fournisseurs de cette denrée. Donc c'est dire, il faut à un moment arrêter et réfléchir pour l'intérêt global commun pour l'Afrique et arrêter de toujours pointer du doigt un bouc émissaire dont personne n'en veut, à part construire un discours et puis satisfaire à certaines personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup lorsqu'ils croient en ce discours. Et surtout, Wilfried, et ce sera le mot de la fin, si on mobilise une telle puissance de feu, pourquoi ne pas l'orienter contre les djihadistes, le JNIM, mettre toute la puissance de feu, toute la force unifiée pour éradiquer définitivement ce JNIM au lieu d'être dans des hostilités ouvertes avec les voisins? Parce que dans la mécanique djihadiste actuelle, évidemment, il y a des apports internes, le vert et aussi dans le fruit. C'est du réalisme géopolitique. Quand on connaît un peu l'histoire, on sait bien que les manipulations font partie du jeu. Et il ne faut plus que l'Afrique se rende compte a posteriori qu'il y avait Anguille sous roche. Il ne faut pas qu'on soit dans un monde manichéen où le méchant est à l'extérieur et nous défendons sans qu'il n'y ait des complicités en interne. Ibrahim Traoré a été clair. Il faut que les Africains cessent d'être des nègres. Ce qu'il entend par là, c'est la facilité de certains Africains à jouer le jeu du donneur d'ordre contre leurs propres frères. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand on veut que les pays de l'AES règlent le problème terroriste, on n'obéit pas aux injonctions du maître. Jean-Noël Barrot arrive à Lomé. La France n'est pas un bouc émissaire, c'est l'un des fauteurs de troubles. Et on peut le dire en France. C'est-à-dire... sous nos yeux, il se déroule une volonté de la métropole de dire à celui qui veut assurer la médiation, une volonté de l'impérialiste à s'insérer dans une discussion inter-africaine où il n'a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il doit veiller à ce que la possibilité de collusion inter-africaine n'ait pas lieu. Il doit rappeler à l'un de ses poulains: ne cesse pas d'être mon poulain, reste dans mon giron et ne t'acoquine pas avec ceux qui ne m'aiment pas, parce que je pourrais te le faire payer d'une manière ou d'une autre. Et quand on appelle le logiciel d'autodétermination, évidemment, on se plie à ces injonctions. Donc que l'AES qui veut vraiment régler le problème, que la CEDEAO qui veut vraiment régler le problème de la CEDEAO soutienne l'AES matériellement et par omission d'obéir aux ordres du maître, plutôt que de critiquer les résultats sans avoir participé à l'effort.
Merci beaucoup, Wilfried Ekanga, militant politique. Sadio Morel-Kanté, journaliste et chercheuse associée à l'IPSE, pour cet échange donc sur l'AES et la CEDEAO.